Je pense que tout le monde est installé ou va s'installer. Les îles francophones viennent nous rejoindre. Allez, alors, je vais peut-être me mettre un petit peu comme ça. Bon, merci d'être venu et merci de venir nous écouter et d'écouter notre panel cet après-midi. On va parler avec nos 4 invités des travailleurs et des syndicats face à l'ambition climatique. Donc ce sera en français. Je vais vous présenter aujourd'hui les 4 personnes qui vont parler avec nous. Donc nous avons Mody Guiro qui est de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, également président de la CSI Afrique. Daniel Boyer de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, et affilié du Congrès du travail du Canada. On remercie également Miranda Ulens d'être là, secrétaire générale de la FGTB ABVV de Belgique. Et nous avons également Bert De Velde qui est conseiller politique climat à la Fédération syndicale internationale. Merci à tous d'être ici. On va commencer par parler de la toute dernière actualité du moment. Comme vous savez, cette semaine, enfin depuis 2 semaines, se tenait la conférence des parties des Nations Unies pour le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP27. Et nous avons en fait Bert De Velde qui nous revient d'Égypte d'il y a seulement quelques jours et qui suit actuellement les négociations qui ne sont pas finies, qui sont encore en discussion alors que ça aurait dû finir déjà il y a 2 jours. Donc comme on a la chance d'avoir Bert, je vais commencer avec lui pour qu'il nous donne les dernières informations qu'il sait par rapport aux négociations. Je vais juste préciser que Bert faisait partie de la délégation des syndicats, parce que les syndicats ont une délégation dans les négociations dans les COP. Et donc, je vais lui demander quel a été le travail de la délégation syndicale internationale à la COP. Qu'est-ce que vous êtes venu discuter? Qu'est-ce que vous êtes venu demander? Quels étaient les points principaux? Et puis ensuite, tu pourras nous dire exactement sur quoi on a avancé cette année à cette COP numéro 27. Ok, merci beaucoup Mathilde pour cette introduction. Le son est bien. En effet, je suis ici, mais avec ma tête, je suis encore à Sharm el-Sheikh parce que c'est exactement en ce moment que la séance de clôture de la conférence de climat doit commencer. Et comme toujours dans les conférences, c'est un peu de drama, de suspense. Et cette fois-ci, c'est encore plus que des autres années. Donc les enjeux étaient très importants. On sait que le contexte politique pour avancer avec les politiques de climat ne sont pas du tout favorables. La guerre illégale en Ukraine ne facilite pas du tout des ambitions en termes de sortie du combustible fossile. Donc, les motivations des pays pour avancer avec la politique du climat sont très bas pour le moment. Dans ce contexte, on a vu que les débats sont toujours autour de 2 thèmes. C'est toujours la même chose depuis des vingtaines d'années, réduire les émissions de combustibles fossiles et l'argent pour les pays en voie de développement pour faciliter leur développement non fossile. Donc, sur le premier point, réduire les émissions de CO2, on sait que pour sauver le climat, il faut réduire les émissions avec 50% vers 2030. On continue à augmenter les émissions, mais dans 8 ans, on devrait réduire avec la moitié les émissions de CO2. Donc, c'est un enjeu extrêmement grand. Et pour ça, il faut des engagements beaucoup plus ambitieux du côté des gouvernements pour avancer dans cette direction.
Ça, c'était le premier point de demande et on voit que c'est exactement sur ça que ça bloque maintenant cette nuit à Sharm el-Sheikh. Des pays comme Saudi-Arabie continuent à demander des voies d'explorer les combustibles fossiles, de continuer avec ces politiques et bloquer le développement en énergie renouvelable. De cette manière, on ne va pas arriver à sauver le climat et on espère que ici, dans quelques heures, il y aurait un signal beaucoup plus positif. Le deuxième point, c'est le financement. Il faut de l'argent pour les pays qui étaient les victimes du changement climatique, qui sont les victimes du changement climatique et qui n'ont pas du tout contribué au problème. Et là, le plus grand point, c'était un fonds pour les pertes et préjudices. C'est un mot qui est complexe pour moi, comme non francophone. Donc, ce fonds de pertes et loss and damage en anglais n'était même pas sur l'agenda il y a 2 semaines quand on commençait les négociations. Finalement, c'était mis sur l'agenda et apparemment, on va arriver à un accord sur l'installation d'un fonds pour payer aux pays vulnérables les loss and damage. C'est déjà quelque chose, ça va être l'aspect le plus important de la COP. C'est comme on décide maintenant qu'on a un seau, mais c'est un seau vide, mais on a déjà le seau. Et le prochain état serait de remplir le seau avec l'argent pour effectivement payer les pertes de loss and damage dans les pays. De notre côté, du côté des syndicats, nos demandes étaient premièrement sur ces 2 sujets. Il faut sauver le climat, pour ça il faut réduire les émissions et comment on peut faire ça avec la transition juste. Pourquoi la transition juste est inutile pour l'implémentation des politiques? Parce que c'est une manière d'installer, d'avoir de la confiance dans les politiques climatiques. Comme j'ai dit, les changements sont énormes. Si on doit complètement changer nos modes de générer les énergies et transport et habitation, si on ne fait pas ça avec la société civile, avec les travailleurs, on n'arrive pas à des politiques ambitieuses. Ça, c'est notre concept de transition juste qu'on veut mettre sur l'agenda dans les négociations climatiques. Et depuis quelques années, on a réussi à faire ça. Premièrement, dans l'accord de Paris, c'est mentionné avec une référence très belle au travail décent et emploi de qualité. Mais il faut encore le préciser et le concrétiser beaucoup plus parce qu'entre-temps, le concept est tellement populaire que tout le monde en parle et quand tout le monde en parle, ça se vide de signification et nous devons travailler beaucoup plus fort pour expliquer au gouvernement acteurs ce que signifie cette transition juste. Et aussi là-bas, probablement, si tout arrive bien, on a fait de progrès à Sharm el-Sheikh parce que maintenant, pour la première fois, on parle explicitement du dialogue social dans les négociations de climat. La majorité des négociateurs environnementaux ne comprennent pas ce qu'est le dialogue social, mais c'est notre boulot d'expliquer comment on fait ça. Mais c'est clair qu'il n'y a pas de transition juste sans les syndicats à la table. Donc ça, c'est le dialogue social et c'est quelque chose qu'on a maintenant un nouvel outil pour en parler avec les gouvernements. Le deuxième point, c'est la protection sociale. Aussi là-bas, j'ai même écouté moi-même une négociatrice de Costa Rica qui disait dans les réunions « protection sociale, j'ai jamais écouté de ça ». Oui, probablement, il y a plus de 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont aucun ouvrage de protection sociale. Donc, ça ne devrait pas être une surprise qu'elle n'avait pas écouté de protection sociale, mais au même temps, quand on est impacté par les changements climatiques, par les politiques et par le réchauffement climat, c'est exactement les mesures de protection sociale qu'on a besoin pour construire cette résilience contre le changement climatique. Donc on a maintenant le promis d'une
une réunion au niveau ministériel chaque année pour discuter de dialogue social, protection sociale, transition juste dans les conférences climat. Et ça, c'est le résultat du travail ensemble de tous les affiliés pour faire du lobbying, advocacy vers les gouvernements. Cette année, on était presque 100 délégués syndicaux dans la conférence. Ça paraît beaucoup, 100 délégués qui travaillent sur le climat, mais dans une totale de presque 45 000 participants à la COP, les 100 syndicalistes désapparaissent complètement. On a vu aussi qu'il y avait 700 lobbyistes pour le secteur fossile, donc pour indiquer où sont les pouvoirs dans ces négociations. Mais on a travaillé avec beaucoup d'engagement de toutes les personnes dans notre délégation et c'est bien de voir ça. Et tout ensemble, on s'est dit que le défi pour la prochaine année, c'est faire aussi le lien avec les droits laboraux. Parce que ça, c'est quelque chose que les pays sont vraiment allergiques. La transition juste, il aime ça parce que c'est un peu flou, mais nous, on fait référence à OIT, à les Fundamental Labor Rights, et ça implique les droits laboraux, ça implique freedom of association, collective bargaining, tout ça. Et oui, quand on est dans un pays comme l'Égypte qui n'a pas de syndicats libres, c'est clair que ce n'est pas évident dans un processus qui fonctionne avec consensus. Tous les pays doivent être d'accord pour avancer sur ça. Et ça, c'était un peu le contexte. C'était aussi très tendu avec une grève de faim d'une activiste de droits de l'homme en Égypte qu'on a soutenu beaucoup avec toutes les délégations de la société civile et qui a causé beaucoup de stress vers le gouvernement égyptien, mais le gouvernement égyptien n'a pas bougé ni un pouce sur ce sujet et il n'y a pas de progrès dans ce domaine, ce qui indique comment c'est difficile de travailler sur les droits humains, les droits laboraux dans les pays. Et ça va être encore pire l'année prochaine quand la prochaine COP va être à United Arab Emirates, les Émirats arabes, où il n'y a même pas de syndicats. Donc ça, c'est un petit peu le panorama de nos activités dans les négociations internationales. Merci beaucoup, Bert De Wel. Effectivement, on voit que la tâche est absolument colossale par rapport à faire entendre la voix des syndicats dans la question des négociations climatiques au niveau international. On voit que il y a un vrai déséquilibre avec les lobbyistes, les entreprises, mais pour l'instant, il y a toujours une volonté de continuer à se faire entendre. J'aurais aimé entendre ensuite M. Modiguero, qui est à la Fédération nationale des travailleurs du Sénégal, mais aussi président de la CSI Afrique. Il y avait effectivement à la COP des revendications particulières des syndicats africains également, puisque le continent africain a lui-même une nécessité d'être entendu sur ses propres problématiques. J'aimerais savoir effectivement comment, si vous pouvez parler des défis que cela représente pour l'Afrique et les travailleurs, les questions à la fois du changement climatique et aussi pour les emplois et donc la question de la transition juste pour les travailleurs africains. Je vous remercie. Je pense que Bert a indiqué un peu la trajectoire qui risque de se passer au niveau de la COP27 en Égypte. Et il faut le dire, en tout cas en ce qui concerne les travailleurs africains, nous ne sommes pas très optimistes sur les résultats qui vont sortir de cette rencontre, parce que depuis des décennies, nous en parlons. Et souvent, on en parle, mais les résultats, en fait, restent toujours décevants. Donc, comme vous le savez, l'Afrique est un continent très jeune d'abord, du point de vue de sa population, mais une population également composée essentiellement de
travailleurs ruraux. Parce que l'Afrique vit de l'agriculture pratiquement. Les populations en Afrique, au niveau milieu rural, sont les plus qui subissent ces changements climatiques. Comme vous le savez, le continent fait face à des cycles de sécheresse de plus en plus avec la désertification. Alors que si vous prenez l'exemple du Sénégal, vous avez à peu près plus de 50% de la population qui vit qui est en milieu rural. Or, ces cycles de sécheresse et de désertification ont des impacts négatifs sur les populations et sur l'emploi, n'est-ce pas, rural. Ces impacts également se font subir au niveau de l'immigration interne. Parce que, comme vous le savez, on parle toujours du secteur informel et je voudrais profiter de cette situation, de ce plateau, pour remercier nos amis syndicalistes de Belgique, la CTB, la WSM et la CGSLB qui nous appuient dans la politique de formalisation et d'accompagnement du secteur informel. En réalité, le continent africain n'a pas encore pris conscience réellement, ces populations n'ont pas pris conscience réellement des dangers du changement climatique. Mais également, ils sont confrontés à un dilemme. La priorité est-elle faite pour lutter contre la pauvreté? Quand vous dites que vous devez diminuer les gaz à effet de serre, vous devez également compter sur les comportements des populations qui sont confrontées à un problème de survie quelque part et de pauvreté très accrue. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que l'Afrique n'est pas en fait le principal vecteur, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'Afrique qui produit ces gaz à effet de serre. C'est l'Occident, c'est les pays développés. Et c'est l'Afrique qui supporte ces conséquences-là. Et je pense également sur ce plan, Berthe l'a dit tout à l'heure, les décideurs du monde, ceux qui ont les capitaux entre leurs mains, ils avancent difficilement sur ces politiques de financement. L'accès au financement est une donnée essentielle si nous voulons réellement avancer dans la transition. Et la transition ne suppose pas seulement changer de paradigme en matière d'énergie. Les gouvernements, les populations africaines sont dans cette trajectoire, mais qui doivent faire face également à un besoin énorme, n'est-ce pas, de financement pour passer de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, peut-être nous allons y aller quelque part. Notre énergie est essentiellement produite à partir donc de l'énergie fossile. Mais le gouvernement a pris, et c'est dans beaucoup de pays également, a pris de nouvelles politiques pour aller vers ce que vous appelez le mix énergétique. C'est-à-dire développer en même temps la production d'énergie sur la base hydraulique, mais également faire preuve de mettre en place des barrages éoliens, mais également une production éolienne, mais également le développement de centrales photovoltaïques. Ça, c'est des cas, c'est des situations depuis quelques années que nous vivons. Mais nous pensons que la transition, climatique, devrait aller de pair, comme l'a dit Berthe, avec les droits des travailleurs. Parce que si vous faites une transition, si vous supprimez des emplois quelque part, il faut qu'il y ait également une reconversion. Et tout cela suppose des politiques cohérentes, mais également un accompagnement de la communauté internationale. Voilà le cri que nous posons. Il faut trouver les moyens d'accompagner les pays en voie de développement, leur permettre d'accéder également au financement et au niveau international. Et cela, pour l'avoir, c'est un cri de cœur, il nous faut une solidarité au niveau international si nous voulons vraiment atteindre les objectifs qui nous sommes fixés. Merci. Vous remercie et merci beaucoup pour cette intervention et aussi de pouvoir aussi exposer la situation des pays en développement, notamment ceux d'Afrique. On a la chance avec ce panel d'avoir des situations très différentes puisque maintenant on peut parler de l'Amérique du Nord, notamment du Canada, avec Daniel Boyer qui, j'aimerais bien lui demander justement comment votre syndicat travaille depuis très longtemps sur cette question, comment les choses ont été d'abord, comment la prise de conscience a été faite et comment vous vous impliquez dans justement la lutte internationale pour l'ambition climatique en tant que syndicat canadien.
Merci. C'est relativement récent. Je vous dirais depuis 2013, poussé par nos membres, les travailleurs qu'on représente, au Québec entre autres, de s'investir dans la crise climatique, dans la réduction des gaz à effet de serre. Puis on se pose toujours la question, à l'échelle mondiale, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que ça change, ou que je fasse quelque chose ou pas? Puis quand on regarde les statistiques, vous savez que le Canada, c'est un peu particulier. Je ne dis pas qu'il y a deux réalités, là, mais le Québec et la Colombie-Britannique sont un peu plus verts, malgré qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais l'Alberta, avec les sables bitumineux, c'est assez atroce comme production de gaz à effet de serre. Donc, le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Et c'est encore pire au nord du Canada. Puis, chaque Canadien produit... il y a un petit... Chaque Canadien produit... Ça marche-tu? C'est mieux. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Chaque Canadien produit 18 tonnes de GES par année. Ce qui est dans les pays du G20, là, on est pas mal les meilleurs à ce niveau-là. Je dis meilleurs, là, on s'entend qu'on n'est pas bien bon, là. Mais c'est 3 fois plus que la moyenne des pays du G20. Puis on a décidé de s'impliquer. Bon, on parlait avec Bert tantôt, qui était impressionné de la délégation que le Québec, que la FTQ envoie à toutes les COP, là, parce qu'on participe, ça fait déjà plusieurs COP qu'on participe, parce que pour nous, la transition juste, c'est quelque chose d'éminemment important. Puis vous savez, je vais vous conter une petite histoire. Comment ça a débuté tout ça? En 2014, au Forum des peuples à Ottawa, on a eu une rencontre avec les groupes environnementaux. C'est pas évident, les syndicats et les groupes environnementaux. Je sais qu'ailleurs dans le monde, c'est assez difficile. C'était difficile aussi au Québec. Et on a réussi à s'entendre pour tenir un forum sur l'action climat ensemble qu'on a organisé. Puis en 2015, et suite à ce forum-là, on s'est lancé des défis mutuels. Les organismes environnementaux nous ont dit, dorénavant, lorsque vous parlerez d'emploi, il faut aussi parler de justice climatique. Et nous, on a lancé un défi aux groupes environnementaux en disant, vous, lorsque vous parlerez de justice climatique, vous allez aussi parler d'emploi. Et depuis ce temps, bien, on avance en termes de transition juste. En 2016, à notre congrès, on a débuté au début de 2016, on a fait une tournée du Québec, rencontrer les travailleurs, les travailleuses dans les milieux de travail pour les sensibiliser à ce qui s'en venait, parce que tôt ou tard, on devra agir. Malheureusement, ça tarde, mais on devra agir. Donc, on a réuni des représentants des travailleurs et des travailleuses de partout au Québec. Ça a résulté qu'à notre congrès de 2016, on a adopté une déclaration sur la transition juste et on a fait une deuxième tournée de transition juste, développement local et régional, développement économique local et régional en 2019, où on a ciblé les travailleurs qui travaillent dans des industries qui sont beaucoup polluantes. On les a invités autour de la table. Puis on leur a demandé comment on peut faire. Puis c'est comme ça qu'il faut. Il faut travailler en prévention, il ne faut pas travailler en réparation. Vous savez, le ministre fédéral en 2016, quand il est sorti de la COP, le ministre canadien de l'Environnement a annoncé que d'ici 2030, c'était fini le charbon. Ce que ça a fait, c'est aucune préparation, aucune transition juste. Il y a eu plusieurs centaines de mises à pied, des travailleurs, des communautés laissées pour compte. On a forcé le CTC, la FTQ, on a forcé un groupe de travail, mais là, on était en réparation. Nous, on pense qu'il faut travailler en prévention. Donc, préparer les milieux de travail à ce qui s'en vient, parce que tôt ou tard, on devra agir sur l'environnement. C'est le vœu qu'on a fait. C'est comme ça qu'on travaille depuis déjà une dizaine d'années à la FTQ. Et donc, quand vous allez dans des conférences internationales, vous parlez justement de cette expérience, de ce que vous avez vu et de ce qu'il faut justement éviter de... Oui, on parle de ça parce que... Puis on se prétend pas meilleur que d'autres, là, mais en même temps, on a réussi puis on a créé des laboratoires de transition juste. Il y en a un important, un laboratoire de transition juste chez Énergir au Québec, qui est un distributeur de gaz naturel.
un vrai laboratoire de transition juste où des représentants de l'employeur, des représentants des travailleurs, parce qu'il y a plusieurs syndicats dans la place, la CSN est aussi présente, donc travaillent ensemble dans le but justement qu'il y ait une véritable transition juste pour qu'il n'y ait personne de laisser pour compte en bout de piste. Parce que la main-d'œuvre, elle ne doit pas être jetable. On doit permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'acquérir les compétences des emplois qui seront transformés ou qui n'existeront plus, de requalifier les travailleurs et les travailleuses. C'est éminemment important. Merci beaucoup. Comme je disais, on a un panel très divers et quand on parle de lutte pour les ambitions climatiques et des négociations à haut niveau, il est intéressant de savoir qu'il y a les COP qui sont des endroits où on parle d'ambition climatique, de transition juste, de prise en compte des travailleurs. Il y a un autre niveau où il y a un travail qui est fait, c'est au niveau de l'Union européenne, avec la Commission européenne qui a son propre plan, ses propres ambitions climatiques. Donc l'Europe est à son niveau continental, tente de faire des choses pour la transition juste. Et en même temps, on a actuellement l'Europe qui est sous pression de la guerre en Ukraine, des prix de l'énergie. Il y avait des ambitions pour sortir du charbon. Certains pays européens sont en train de revenir. Donc, on a un continent qui se trouve pris entre des ambitions d'un côté et des nécessités de l'autre. Nous avons Miranda Hullens de la FGTB en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous, comment vous essayez de continuer de défendre toujours la transition juste au niveau européen, au niveau belge, malgré toute cette situation complexe? D'abord et avant tout, j'aimerais bien vous remercier d'être dans cette salle très bruyante, quand même participer à ce panel, très important je trouve, pas parce que je suis dedans, mais parce que le sujet nous préoccupe tous, pour nous tous et pour les enfants, hein, pour le futur. Et en effet, l'Europe c'est quand même un vieux continent. Hein. Et donc, mais ce vieux continent tient quand même à faire l'investissement comme Bart et Sacha et les collègues de la CSI qui sont encore sur place à la COP. Parce que Bart, il est venu spécialement de l'Égypte en avion, je suppose, pas en bateau. Voilà. Hein. Et donc, c'est important qu'à ce niveau-là, quand même, à ce niveau-là, on travaille à plusieurs niveaux. Donc, c'est important que les 100... Je ne vais pas dire les petits syndicalistes, mais les 100 syndicalistes forts qui sont là, qui nous défendent, qui déchirent même leurs pantalons pour avoir des slogans dans la manifestation, qui font le mieux pour défendre, en effet, les travailleurs et les citoyens. Ça, c'est une chose que je voulais dire avant que je commence de l'Europe. Bien sûr. Mais ce qui est aussi important, c'est ce que vous avez dit. On a demain, avec les syndicats belges, CSC, CGSLB et FGTB, on a demain avec les partenaires, en effet, je vais dire un état de lieu, ce qu'on fait en matière d'investissement, en matière d'approche genrée, mais en matière aussi d'approche climatologique. Oui? Parce que c'est important quand même qu'on travaille sur plusieurs facettes et on se rend compte que même si l'enjeu climatique c'est un enjeu de lutte de classe, c'est un enjeu de lutte de classe. Si c'est au vieux continent, si vous me permettez de dire ça, si c'est dans les autres continents, on voit toujours que c'est les pauvres qui payent le prix et c'est les pauvres qui souffrent. Et là, j'arrive en effet sur la problématique européenne, dans le sens où, qu'est-ce qu'on constate? La Commission européenne a des grandes paroles, blabla, comme dit la fille, hein, son nom m'échappe, la petite fille, allez, Greta. Ursula von der Leyen n'est pas une fille, hein. Elle est plus fille, mais Greta von der Leyen, hein, qui dit beaucoup de blabla. Ouais. Il faut faire quelque chose. Et donc, pour donner un exemple concret, en effet, comme vous l'avez dit, la guerre en Ukraine crée en fait des besoins de produits, crée le fait que, par exemple, le prix de gazole, de fuel monte, mais crée aussi le fait que le prix énergétique a triplé ou quadruplé ou x5. Et donc, qu'est-ce qu'au niveau belge et au niveau syndicat, on revendique le fait de blocage du prix. Et qu'est-ce que la Commission européenne fait? Du blabla.
Je suis vraiment désolée, mais c'est du blabla. Et donc, il y a un travail à faire là, parce que tant qu'on n'aide pas à ce niveau-là, ça veut dire que les gouvernements qui sont encore un tout petit peu progressistes ou de gauche, s'il y en a encore, il y en a quelques-uns, mais peu, ils donnent maintenant de l'aide aux citoyens, ils donnent de l'aide aux entreprises, mais c'est pour financer les factures qui sont transférées dans les entreprises qui ont l'énergie en main, qui font des bénéfices inimaginables de chiffres somptueuses, et donc c'est de nouveau de l'argent des moyens publics qui va là-dedans. Et donc la Commission européenne a vraiment ce devoir de faire le bocage de prix. Et donc, je veux aussi dire que on doit travailler au plus de niveaux aussi dans la négociation, dans le lobbying, dans les manifestations et dans l'action. Et donc, si on ne réussit pas, et ça aussi, la fille d'État, c'est ce qu'elle dit, on peut faire beaucoup de paroles, mais il faut aussi passer à l'action. Mais pour passer à l'action, ça veut dire que le citoyen, le travailleur, la travailleuse, doit se rendre compte de ce qui se passe. Parce qu'avec la montée des prix en Europe, on constate que les gens cherchent d'autres moyens de se chauffer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent au charbon et ils tournent au bois. Ben oui, quand tu dois chauffer pour faire de la nourriture ou chauffer tes enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches tous les moyens possibles. Et donc, on est en train de faire un recul, vu qu'il n'y a pas réellement une politique saine de transition juste, concertée. C'est ça, en effet, que les camarades au COP essayent de faire. Et donc, c'est pour ça qu'on doit développer des projets. Mais ce que je voulais aussi dire, comme le camarade ici à côté de moi, il a dit qu'il faut travailler au plus haut niveau. Et moi, j'ai été moi-même travailleuse dans une entreprise. Et c'est là aussi qu'il faut conquérir les cœurs des gens et l'esprit des gens pour dire il faut faire des efforts. Et donc, ça veut dire que quand une entreprise est atteinte et doit avoir une transition juste, comme a dit Bart, je pense, les entreprises fossiles, supposons que les emplois tombent, il faut avoir la formation pour les gens, pour qu'ils ne perdent pas leur emploi, ou pour que leur salaire n'ait pas diminué à moitié. C'est ça qu'il faut faire. Parce que le pouvoir d'achat est tellement important, parce que si les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour payer les factures, ou pour renouveler leur bâtiment, je vous ai dit, l'Europe c'est un continent vieux, avec des vieilles maisons, avec de vieux bâtiments. Si on veut changer cela, il faut quand même avoir des investissements. Pas tout le monde sait se le permettre. Et encore une fois, on voit que c'est une lutte de classe. Et ceux qui n'ont pas vont avoir de plus en plus dans la misère. Et ceux qui ont, ils vont faire des bénéfices. Parce qu'en plus, les gouvernements, une des premières choses que les gouvernements font, c'est aller vers les voitures électriques. Mais qui sait se payer une voiture électrique? Et donc, c'est de nouveau ceux qui vont se le payer. Les autres, ils peuvent parfois même pas rentrer dans la ville parce qu'ils ont des vieilles bagnoles et ils sont trop vieilles, ils sont trop polluants. Du coup, ils ne savent plus rentrer dans certaines villes. Donc, les gens ne vont pas accepter de contribuer, de travailler ensemble dans la transition si leur pouvoir d'achat n'est pas garanti, si leur emploi n'est pas garanti, s'il n'y a pas de mesures de façon gouvernementale. Et donc, c'est pour ça que nos délégués sur le terrain ont un travail important. S'il y a une entreprise qui est atteinte par perte d'emploi, par perte salariale, il faut que là, il y ait un contre-pouvoir, il faut l'information, il faut une analyse à la limite, que chaque transition se fait de façon écologique et de façon sociale. Ça s'appelle le modèle Donut. Les syndicats belges, avec un projet européen, ont bien développé ça pour que les délégués ont un moyen de travail. Mais par exemple, il y a aussi une campagne qu'on a lancée, ça s'appelle le Camarade Climat. Et le Camarade Climat essaye de motiver, de sensibiliser nos gens, nos délégués pour dire, voilà, il faut qu'on agisse maintenant, il faut qu'il n'y ait pas une alternative si on ne change pas, et il faut que n'importe ce qu'on fait, ça doit être toujours avec un dialogue social. Et donc, les principes, c'est « there is no other way, act now and not about us, without us ». Je le dis en anglais, ce que je viens de dire en français il y a 2 secondes. Donc, il y a plusieurs choses concrètes qu'on peut faire au niveau des entreprises, au niveau des gouvernements locaux et bien évidemment au niveau des citoyens. Parce que la mobilisation vient de là aussi. Et si les citoyens, on veut prendre les citoyens dans le trajet, ça veut dire qu'il faut du pouvoir d'achat. Il n'y a pas de miracle. Et donc, qu'on soit très clair, pour moi,
la transition juste et sociale, c'est aussi un élément de la lutte de classe qu'on connaît déjà des dizaines et des centaines d'années. Merci. Je voudrais savoir si vous voulez réagir justement sur ce qu'elle vient de dire, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Ben, je veux peut-être rebondir sur un ou deux éléments. Quand on parlait là, de subventions aux entreprises, c'est vraiment pas de la transition juste. Je parlais tantôt là, de l'annonce du ministre de l'Environnement au niveau fédéral qui disait qu'il fermait l'industrie du charbon. Mais il y a une autre annonce qui a été faite au niveau de la politique zéro déchet au Canada, où on a banni 6 items en plastique, les ustensiles, les pailles, les sacs. On annonce ça, c'est bien, là, c'est bien. Mais quel impact que ça a sur les emplois, ça, c'est une autre affaire. Puis qu'est-ce qu'on fait? On subventionne directement les entreprises. On n'implique pas les travailleurs et les travailleuses. Alors que si on travaille en amont puis qu'on implique les travailleurs et les travailleuses, on va réussir à avoir une véritable transition juste. Et il faut travailler en amont. Je sais que c'est pas simple. Je parlais avec Bart tantôt, une industrie de pétrochimie à Québec, dans la région de Québec. Les travailleurs m'en voulaient parce que pour eux, c'est comme si j'étais après à leur enlever leur emploi. Donc, il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser. Puis, on n'a pas beaucoup de temps, mais on a du temps. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il y a des emplois qui sont plus critiques, mais il y a plein d'autres secteurs où ça n'arrive quand même pas demain matin. Donc, c'est le temps qu'on fasse de la sensibilisation, c'est le temps qu'on s'implique dans les milieux de travail, le secteur manufacturier, la pétrochimie, le transport, l'énergie, la construction, la métallurgie. Dans tous ces secteurs-là, on est capable de faire un travail employeurs, travailleurs ensemble, une véritable transition juste, dans le but justement de permettre à ces travailleurs-là, si leur emploi est modifié, qu'il y ait des compétences pour ces emplois-là, puis si leur emploi n'existe plus, bien, qu'on requalifie ces travailleurs et ces travailleuses-là pour leur permettre d'avoir un emploi qui va exister demain matin. Oui, merci. Et toujours sur cette question de la sensibilisation, Miranda Ullens parlait du problème du fait qu'il faut que ça aille avec la question du pouvoir d'achat. On s'imagine aussi qu'en Afrique, quand on est dans des problématiques qui vont encore plus loin de survie, comment on arrive à gagner les cœurs, comme dit Miranda, des gens et des travailleurs sur cette question-là, alors qu'ils sont dans un quotidien qui n'est même pas à aller jusqu'à penser ça. Cette tâche vous semble encore plus difficile sur votre continent? Je pense que elle a parfaitement raison. Je pense que nous devons continuer encore à travailler pour sensibiliser mieux ces populations et ces travailleurs. Parce que, comme je l'ai dit, en Afrique, les questions liées au changement climatique, la transition juste, n'est-ce pas, n'est pas souvent très bien perçue par les travailleurs et les populations elles-mêmes. Parce que le quotidien ne leur permet pas de voir la gravité de la situation qui nous guette. C'est pourquoi les organisations syndicales ont très vite compris la nécessité donc, de s'impliquer et de pouvoir commencer par des campagnes de sensibilisation. Comme je l'ai dit, les programmes que nous avons eus avec nos camarades de la CGSLB s'articulent autour de cela. D'abord en montrant aux travailleurs et aux travailleurs du secteur informel la nécessité de comprendre les enjeux du moment, de s'adresser également aux travailleurs qui sont dans des secteurs pour lesquels la transition juste devrait se faire, notamment le secteur du transport, l'artisanat, pour essayer au moins de les sensibiliser sur la coupe du bois. Parce que quand même, quand nous déforestons, nous allons également contribuer à vraiment annihiler tous les efforts qui ont été faits. Mais je pense, comme l'a dit tout à l'heure notre camarade, elle a parlé de lutte de classe. Et je suis peut-être d'accord avec elle. Il nous faudrait mieux nous organiser en tant que travailleurs, comprendre que nous devons également nouer des alliances, comme l'a dit, comme nous l'avait déjà préconisé la CICI, des alliances au niveau national avec toutes les parties prenantes à cette problématique de la transition climatique, mais également en partenariat et même avec le patronat, et bâtir un dialogue social qui permettrait ensemble donc de voir les meilleures politiques nécessaires pour une politique de transition juste dans nos pays, en impliquant également les travailleurs, parce que c'est ce dialogue qui permettrait peut-être de sauvegarder et de créer de faire des propositions alternatives.
Je pense au-delà de l'aspect national, il faudrait donc essayer également de construire une alliance au niveau international. Oui. Je pense qu'il y a de bonnes pratiques. Par exemple, quand il y a des laboratoires au Québec, n'est-ce pas, sur les transitions justes, je pense qu'il faut partager ces efforts-là parce que quelque part, certains pays comme ceux du Sud ou du Nord pourraient s'y inspirer. Donc, créer cette alliance au niveau international devient aujourd'hui un impératif et créer de coordonner nos actions, n'est-ce pas, et des actions sur le terrain pour que notre voix soit mieux entendue par les décideurs, par les gouvernements, mais également par les décideurs. Je pense que l'espoir est là. Si nous arrivons à construire cette alliance au niveau international, je pense que nous pouvons peut-être faire basculer un peu les tendances et créer les conditions pour que les travailleurs soient mis impliqués, soient mis en compte dans le futur. Je vous remercie. Très bien. Je voulais revenir vers toi justement, Berthe. On a parlé des différents niveaux dans lesquels les syndicats peuvent tous ensemble essayer de s'impliquer pour l'ambition climatique, la question de la transition juste. Toi qui participes à de divers événements, quels sont les endroits, donc on vient d'évoquer la possibilité de créer une alliance, quels sont les endroits où les syndicats internationaux peuvent se retrouver pour faire porter leur voix, à part, il y a l'ONU, on a parlé de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous dire où sont les endroits où ça se discute pour essayer de faire passer le message? Je pense qu'on doit être actif dans tous les niveaux. Ça, c'est une réponse très simple à la question. Au milieu de la conférence climat le dimanche passé, on a eu un jour de stratégie à Sharm el-Sheikh où on s'est rejoint avec tous les délégués des syndicats pour discuter nos stratégies climatiques ensemble. Et on a travaillé dans des groupes de travail sur 3 thèmes. Premièrement, les négociations collectives dans les entreprises. C'est là que finalement les changements doivent se faire et on doit être impliqué. Et dans ce domaine, on voit des progrès immenses si on compare avec la situation des syndicats, l'implication il y a 5 ans. Industrial Global, par exemple, et Industrial Europe, les secteurs industriels, ils font maintenant de la transition juste un thème crucial dans toute leur politique. Et ça, c'est essentiel pour donner de la confiance dans nos membres, dans le secteur compliqué, le secteur intensif en énergie, le secteur industriel. Donc, si ça se fait au niveau organisé dans les entreprises, on est beaucoup mieux préparé. Au niveau des confédérations, au niveau national, il faut des lois pour impliquer, pour garantir que les politiques décidées sont socialement acceptables. Là, on a aussi beaucoup des exemples qui sont très bons. Il y a 5 ans, le Canada était en bonne voie pour avoir des lois, mais ça doit recommencer. En Belgique, ça avance lentement. Le meilleur exemple qu'on a, c'est l'Espagne, où on a fait tout un travail région par région, discuter des projets, l'impact sur les travailleurs et discuter ensemble des alternatives pour les travailleurs affectés et avec de l'argent pour investir. Si les gens voient l'argent arriver et on investit dedans, ça donne aussi de confiance. La confiance dans les politiques, c'est le mot-clé pour avancer. Et dernièrement, la collaboration avec les associations, le mouvement de société, les autres organisations de société, là, on peut travailler ensemble et s'inspirer et soutenir mutuellement. Les expériences du Canada, du Québec, sont plus ou moins similaires comme en Belgique et ensemble, on travaille très fort et on est beaucoup plus fort dans nos travaux. Et ça, c'est important contre toutes les tendances de populisme qui sont souvent justement le focus contre les politiques climatiques. Hein, et on abuse l'impact sur les gens pour faciliter la politique populiste de droit.
qui est néfaste pour la société et aussi pour les politiques climatiques. Et on ne peut pas lutter contre ça si on n'a pas des solutions fortes qui donnent confiance à les gens. Et pour donner ces alternatives, il faut du courage aussi du côté des syndicats pour proposer des mesures qui prennent ça en compte. Et ça, c'est un travail qui n'est pas simple. Et je pense qu'ensemble, on peut avancer dans ça. Miranda Ullens, vous voulez réagir peut-être? Oui, je me disais, je vais encore ajouter aux choses que Bart dit, parce que vous dites qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, donc au niveau des entreprises, et on en a parlé, il y a bien aussi vraiment le sauvegarde de l'emploi, le sauvegarde des droits sociaux si l'entreprise même change ou disparaît suite à d'autres objectifs. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau national, au niveau du pays, je vais dire, qu'on fait des liens avec les associations. Bart en a parlé, donc c'est pour ça que les syndicats belges sont dans la coalition de climat belge. Il y a plus qu'une centaine d'organisations ensemble, mais c'est à côté des syndicats, c'est aussi des mouvements de jeunesse, mais c'est aussi des mouvements des grands-parents pour le climat, mais c'est aussi des mouvements nord-sud. Parce qu'il ne faut jamais oublier l'impact que ça, parce qu'on ne peut pas penser qu'à son propre territoire de quelques mètres carrés, je veux dire, il faut avoir la solidarité au niveau international, comme les autres camarades ont déjà dit. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on mobilise. Et mobiliser, c'est pas, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas seulement en parler, mais c'est aussi faire les manifs. Et de temps en temps, la manif, je pense qu'il y a quelques semaines, on a les manifs de dizaines de milliers de personnes à Bruxelles pour donner l'attention. On voit que les jeunes sont là parce qu'ils se rendent compte de l'enjeu. Vraiment le futur. Et la clé est dans les mains des jeunes, je pense. Mais il faut quand même, en effet, établir une politique. Une politique faite par les gouvernements. Et quand on a des partis progressistes, et pour l'instant, dans notre pays, c'est le cas, on a la chance, ils ont un peu plus d'attention, je pense qu'ils sont même à COP, hein, je pense, quelques ministres, voilà. Mais de l'autre côté, il faut aussi que les syndicats mettent le contre-pouvoir pour obliger, en effet, le gouvernement de prendre des mesures et dans les négociations collectives, avoir aussi de l'attention pour d'autres moyens, par exemple de transport, etc. Mais le plus est, c'est que quand on a une mobilisation, chaque fois, parfois on est 100 personnes, parfois on est 80 000 personnes. L'important, c'est qu'on continue quand même de faire entendre la voix des gens parce qu'on s'inquiète quand même vraiment pour le futur. Et donc, il y avait encore un niveau que je voulais dire. Donc, on a le niveau d'entreprise, on a la politique, on a le niveau des citoyens, on a le niveau des négociations collectives nationales des Belges, mais il y a aussi par secteur, donc toutes les entreprises qui sont, comment vais-je dire, impliquées dans un même enjeu, dans un même défi, comme Bart a, par exemple, donné Industrial comme exemple. Il faut aussi qu'il y ait des plans de formation pour que les gens puissent apprendre un autre métier et aller dans d'autres secteurs, mais aussi éventuellement de formation pour sensibiliser les gens. Donc, il y a à travailler sur plusieurs niveaux aussi. Et donc, là aussi, investir côté le banc patronal et le banc syndical, investir dans la transformation juste et la transition juste à travers des moyens par secteur de métier, je vais dire, par corps de métier, pour que les gens puissent avoir la possibilité d'aller travailler ailleurs, parce que la seule façon d'avoir le pouvoir d'achat, c'est d'avoir un job correct dans des bonnes conditions. Ça, je voulais ajouter à ce que Bart avait dit. Très bien, merci. Justement, j'aurais voulu aborder cette question-là en tant que vous tous, en tant que syndicat et même à vos niveaux, et le fait d'avoir une voix et de parler dans des conférences internationales et d'avoir accès aux dirigeants, aux politiques. Est-ce que vous sentez que il y a des oreilles, on vous écoute, Bert, parler de la nécessité de créer des lois au niveau national, etc. Est-ce que, alors j'imagine que ça dépend des gouvernements et des situations, mais est-ce qu'il y a des oreilles s'ouvrent parce que c'est le moment où on écoute, ou alors il y a tellement d'autres problèmes que les dirigeants n'écoutent pas? Quelles sont vos impressions pour avoir participé et pour avoir une certaine entrée, un certain accès aux politiciens qui souhaitent réagir sur cette question? Daniel?
Oui et non. Oui, il y a une écoute. Est-ce que c'est tangible comme résultat? Je ne suis pas sûr, loin de là. Vous savez, aux élections de 2019 au Canada, le gouvernement nous avait promis une loi sur la transition juste. On n'en a pas encore vu la couleur. Il y a 2 motions qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale du Québec. On n'a pas vu la couleur des actions qui viennent avec. Je ne suis pas sûr qu'on peut se fier aux employeurs non plus. Donc, il faut continuer de s'en occuper. Je pense que c'est important. Berthe, il disait, on est courageux, ça prend du courage, mais on est aussi perspicace et tenace dans le milieu syndical. On se fait souvent dire non, mais ce n'est pas parce qu'on nous dit non qu'on ne continue pas à essayer d'avancer. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer. Mais une chose est sûre, en matière de changement climatique, en matière de transition juste, si on ne s'en occupe pas, il y a des travailleurs qui vont être laissés pour compte, puis il y a du monde qui vont s'en occuper, puis ça, ils ne s'en occuperont pas dans le respect des droits des travailleurs et des communautés. Très bien. Monsieur Modikiro, est-ce que les dirigeants africains sont sensibles à la question? Quand on leur parle de transition juste, ça leur parle ou ils sont complètement perdus? Je pense que d'abord, il faut rappeler que l'écoute des syndicats n'est pas venue par le fait que les gouvernements l'ont voulu. Il a fallu que les syndicats se battent, qu'ils élèvent la voix pour qu'ils soient acceptés. Mais il est évident que cela devrait se poursuivre. Notre mobilisation, notre capacité donc d'interpeller aussi nos gouvernements et de revendiquer notre place, c'est cela peut-être qui va permettre d'être mieux entendus. Mais si nous prenons l'exemple de nos pays, comme vous le dites, maintenant nous sommes acceptés, nous sommes invités à des discussions sur des politiques en matière de climat, mais la question de fond, c'est quel impact et quels résultats nous avons sur le terrain. Et sur ce plan, il est regrettable de constater quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées sur les points de vue que nous donnons. Plutôt que les gouvernements font appel à nous s'ils ont besoin vraiment d'avoir des actions, n'est-ce pas, de sensibilisation, notamment en ce qui concerne les reboisements, ce qui nous intéresse également. Mais au-delà de tout ça, s'il s'agit de prendre en compte les droits des travailleurs, parce que ce que nous réclamons, c'est que la transition juste, les problèmes de climat soient accompagnés par le respect des droits des travailleurs. Qu'il y ait également des politiques qui prennent en compte les plus faibles et leur permettent d'être mieux protégés et d'avoir une protection sociale adéquate. C'est là notre raison d'être syndicaliste. Et nous profitons de toutes ces rencontres-là pour le faire comprendre. Et sur certains aspects, nous sommes entendus, mais sur d'autres, malheureusement, c'est encore des oreilles de sourds que nous voyons en face. Très bien. On va conclure, il nous reste 5 minutes. Je vais vous donner la parole une fois chacun. Et comme Daniel Moyer a dit, on le sait tous, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut agir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. Selon vous, que va-t-il arriver si on n'agit pas maintenant en ce qui concerne les travailleurs face au climat? Je vais commencer par Miranda. Moi, j'aimerais bien finir, si vous me le permettez. Donc, quelqu'un d'autre prend la parole. Très bien. J'avais 3 choses à dire, mais ce n'est pas vraiment une réponse à votre question. Allez-y. Oui, moi je pense que si on n'agit pas, il faut reprendre le slogan de la CICI. Il ne peut pas y avoir d'emploi sur une planète morte. Je pense que la question est extrêmement importante et nous interpelle tous. Nous devons tous agir ensemble si nous voulons réellement continuer de vivre et de laisser la place, un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est maintenant que l'action doit commencer. Je ne sais pas si cette expression existe en français, mais le jeu de poulet, a game of chicken in English, que les gens attendent que l'autre bouge. Et ça, c'est ce qui se passe souvent dans la politique du climat. Nous investissons pas parce que les autres ne font pas. Et nous ne faisons pas de changements parce que ça va nous coûter des revenus. Donc les autres doivent le faire. Mais finalement, si on ne bouge pas, on va payer tous. Et ça, c'est un petit peu le moment, pour le moment, qu'il faut du courage. Mais en même temps, pour danser, il faut être à deux.
Donc, si nous sommes prêts pour négocier avec les gouvernements, pour les politiques, avec les employeurs, mais eux ne sont pas, on n'avance pas et vice-versa. Si eux sont prêts pour négocier avec nous et faire des pas, mais nous, on connaît pas, on n'est pas informés, on n'est pas capacité, on ne peut non plus avancer. Donc, c'est un enjeu où on doit avancer forcément ensemble et être créatif et courageux. Daniel, qu'est-ce qui va se passer si on n'agit pas dès maintenant? Il faut agir dès maintenant parce qu'on est déjà beaucoup en retard, on le sait. Puis on va continuer à prendre du retard et on devra prendre des actions, je ne dirais pas catastrophiques, mais qui vont être catastrophiques pour les travailleurs et les travailleuses tantôt parce qu'on devra de toute façon agir et on va agir rapidement dans l'urgence. Vite, puis on ne tiendra pas compte des droits des travailleurs et des communautés. Moi, je pense qu'on a tout intérêt, puis je l'ai dit, il faut, nous, agir comme organisation syndicale, mais il faudrait aussi se mobiliser, se coordonner, l'ensemble des syndicats du monde entier, là, de se coordonner et de se mobiliser ensemble. Et donc, ce que moi je voulais dire, on a fait la même chose que mes 3 autres camarades ici ont dit, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, hein, avoir la conviction qu'on peut faire la différence. C'est pour ça qu'on est syndicaliste, hein, pour créer un meilleur monde. Mais il faut savoir que il faut plutôt, au lieu de parler d'un système climatique, c'est plutôt un changement de système qu'il faut faire. Et donc, la transition juste ne peut réussir que dans une lutte commune avec un objectif de justice sociale. Mais ce que j'ai dit au début, si on veut réellement faire entendre notre voix, il faut gagner les cœurs, gagner cette lutte de classe. Et la seule chose, c'est on avoir la conviction qu'ensemble on est plus fort et qu'on va aller vers l'avant et créer un futur pour les jeunes. Et amener tout le monde de n'importe quel continent, de n'importe quel pays, ensemble, ne laisser personne à côté et donc faire l'effort ensemble. Je pense que ce message a déjà été donné ici 10 fois pendant cette petite heure de débat. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les 4 d'avoir participé à ce panel. S'il vous plaît, vous pouvez remercier. Merci. Et merci au public d'avoir été là.